Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami s'éloignent un peu de tout ça. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. D'abord, au niveau de la définition de l'attachement, d'abord, j'ai oublié de vous dire que tout ce que nous allons regarder ensemble est inspiré d'une formation qui est donnée au Cégep de Drummondville dans le contexte d'aidance. C'est surtout préparé pour les intervenants et pour le contexte amoureux et en travail de groupe. J'ai adapté le contenu pour que ça puisse être travaillé lorsque je fais les rencontres de groupe moi-même, mais qui touche aussi la personne qui est aidant et qui est soit l'enfant, le parent ou l'ami. Alors, c'est pour ça que je vais moduler un petit peu les informations au fur et à mesure et que vous allez me voir regarder mes notes tranquillement, pas vite. Alors, ce qui est important, c'est au niveau, on parle de sensibilité. La sensibilité, c'est de décoder correctement les besoins, d'interpréter de façon juste les signaux, sélectionner la réponse la plus appropriée et appliquer la réponse sélectionnée. Au niveau, on va parler de proximité. Alors, être proche d'un point de vue relationnel, qui est physique, psychologique, affectif, c'est un engagement. Alors, dans cet engagement-là, il y a des sentiments et surtout le sentiment de responsabilité et de sécurité. Vous allez voir, on va décortiquer ça tous ensemble dans les prochaines 16 diapositives. Et on va parler aussi de réciprocité. Alors, reconnaître l'unicité, partager avec lui. Donc, la personne qui est devant vous, c'est une personne unique. Vous êtes aussi une personne unique. Il y a un partage à faire un et l'autre et apprendre à communiquer mutuellement et en alternance. Même dans les cas où il va y avoir de la confusion, c'est important de parler d'alternance et de trouver comment le faire. C'est un petit peu là-dessus qu'on s'en va. Alors, on va y aller avec la sensibilité. Alors, certains événements peuvent précipiter le duo aidant-aidé dans une spirale qui est négative, où les zones sensibles de un finissent par se frotter aux zones sensibles de l'autre. C'est ce qui peut amener parfois différents de l'anxiété, de la colère, de l'agressivité. Alors ça va être vécu différemment par chacun parce qu'on a chacun nos personnalités. Alors, les signaux vont révéler on va appeler ça, ils vont réactiver la zone de sensibilité. Alors, il va y avoir des signaux comportementaux qui peuvent indiquer qu'on est dans une zone sensible, qu'on a touché quelque chose de sensible chez la personne qu'on aide. Alors, on peut voir des choses comme un changement radical, soudain, dans la tonalité émotionnelle. Alors, la personne, tout a l'air bien, tout a l'air joyeux, et tout à coup, oups, il y a comme un petit déclenchement de colère ou une irritation. Le ton change. Ou l'inverse, la personne va devenir comme beaucoup plus soumise, beaucoup plus victime de la situation. Alors là, ça veut dire qu'on vient de toucher à quelque chose de sensible. Et si on demande à la personne, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là, il me semble que ta voix a changé ou ta réaction, la personne ne sera peut-être pas capable de l'identifier. C'est quelque chose d'inconscient. Il peut y avoir aussi des réactions disproportionnées à la situation.
Ça peut prendre différentes formes. Alors, ça peut provoquer des pleurs, un désir de s'isoler. Ça peut, au contraire, provoquer des gestes soudains qui peuvent être de vouloir frapper, cracher, griffer. Alors là, on sait qu'on vient de toucher à une zone sensible chez la personne. Alors, on va regarder ça ensemble un peu plus profondément. Alors, la maladie, la perte d'autonomie, va amener le duo aider à revoir son mode de vie, ses projets, sa retraite. Pensez juste, même si vous êtes un ami, puis vous vous dites, voyons, ça ne peut pas bouleverser tant mes plans que ça. Arrêtez-vous un peu. Peut-être que la personne que vous aidez, là, elle va avoir un déménagement ou elle va avoir besoin de réorganiser les ressources autour d'elle et vous allez vous dire, ah, je vais retarder mon voyage ou bon, c'est pas grave, je devais faire telle chose, je vais attendre. Alors, pour accommoder, vous vous dites, c'est pas grave, mais c'est quand même, vous êtes en train de réorganiser vos plans. Et les plans de l'autre aussi ont changé. Peut-être que comme ami, comme parent, enfant, conjoint, conjointe, peut-être que vous aviez de planifier des choses à court, moyen, long terme et qui sont réorganisées pour faire face à la nouvelle situation qui demande du support dans une démarche où il va y avoir une perte d'autonomie. Alors, certains projets vont quand même être réalisables. Et il s'agit juste de réorganiser toute la structure autour. Ben, il s'agit d'organiser la structure autour. Pour d'autres, ça ne sera pas possible de les réaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Et il faut se rappeler que même si vous accompagnez quelqu'un qui vient d'apprendre un diagnostic, qui annonce une perte d'autonomie qui n'était pas prévue, autre que le vieillissement naturel, alors c'est un choc pour tout le monde. Donc, là, les projets, on va regarder comment ils peuvent être modifiés, qu'est-ce qui peut être réalisé et par quoi d'autre ils pourraient être remplacés. Parce qu'il ne faut pas abandonner le concept de projet ensemble. Même si vous vous dites c'est une amie, c'est pas grave, elle va faire d'autres choses, je vais faire d'autres choses de mon côté. Oui, sauf que cette personne-là, vous la connaissez depuis un certain temps. Vous aviez des habitudes ensemble. Vous aviez des façons de vous projeter les deux dans l'avenir d'une certaine façon. Même si c'était quelque chose d'aussi banal de jouer aux cartes à l'occasion, d'aller prendre un café à l'occasion, de vous rencontrer entre amis. Vous avez l'impression peut-être qu'une maladie de confusion ou une atteinte physique va faire que ça ne sera plus possible à moyen et long terme. Alors, c'est le temps maintenant de planifier les réorganisations. Alors là, on va s'apercevoir que comme aidant, on va développer des types de personnalités. Alors là, je vais vous les donner en vrac, puis on va revoir ça en cours de route, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir des choses comme, et c'est à vous d'identifier dans quelle personnalité vous voyez plus que vous êtes, et dites-vous que ça module avec le temps et avec votre conscience de ce qui se passe et avec comment on apprivoise les événements. Alors, on peut parler d'une personnalité qui va y avoir de l'évitement de l'intimité, qui va être élevé. On parle d'un style détaché. Alors, ça veut dire que l'aidant prend du recul pour se distancer du rôle d'aidant, pour se préparer à la perte de son aidé. Alors, on se prépare à devenir aidant, donc on est peut-être un peu moins l'amoureux, l'amoureuse, un peu moins l'ami, un peu moins l'enfant, et tranquillement, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus l'aidant. Donc, on se détache un peu de la personne et de notre rôle d'amoureux, d'amoureuse, d'ami, d'enfant. Ça, comme je vous dis, ça se passe graduellement. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis à un moment donné, vous allez dire, oups, j'ai changé, j'ai un style de personnalité maintenant. Oui, c'est ça. On en a tous un, mais il va y avoir des choses qui vont changer avec le temps. On peut parler aussi d'un autre type qui s'appelle anxiété d'abandon élevée, style préoccupé. Alors ça veut dire que
on va diminuer notre investissement dans notre rôle d'amoureux, d'enfant, d'amis. On va donner moins d'importance à nos activités et à nos projets duo. Ce qui va prendre de la place, c'est vraiment la préoccupation de est-ce que l'autre a tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à l'autre? Est-ce que j'ai des choses à faire? Qu'est-ce qui est encore possible? Alors, toute votre préoccupation du changement prend beaucoup de place. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Euh, En tout temps, ce qui est important, c'est que comme duo d'aidant, d'aider, c'est d'essayer de vous concentrer sur le plaisir à être ensemble. Et rappelez-le à l'aider, rappelez-lui que ce qui compte, c'est qu'on soit bien ensemble, qu'on soit bien quand on est ensemble, qu'on réalise des choses ensemble, qu'on passe du temps ensemble, et même si à un moment donné, la personne ne peut plus communiquer verbalement, dites-le. C'est agréable de pouvoir passer du temps ensemble. J'apprécie de pouvoir avoir ta compagnie encore. J'espère que tu l'apprécies autant que moi. Alors ça, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider en cours de route, bien sûr. Et même si le projet initial de comment vous étiez orienté comme duo, d'amis, d'amoureux, de parents-enfants, bien, même si les règles ont changé, c'est important de garder le sourire et de rappeler à l'autre que ce qui est bien, c'est de pouvoir être encore ensemble. Et il faut faire preuve de beaucoup de souplesse et de créativité dans la réalisation de vos nouveaux projets ou de vos projets modifiés. Alors, l'attention doit être alimentée des deux côtés. Restez concentré sur le bonheur d'être ensemble, la possibilité de pouvoir vous tenir compagnie encore un bon bout de temps et de pouvoir partager des choses quand même. Parce que l'attention sur ces moments-là peut s'effriter rapidement, justement parce qu'on va se concentrer sur tout ce qui disparaît et tout le côté santé qui va prendre beaucoup de place. Si vous êtes en atelier avec moi, on a des outils. Alors, vous voyez dans le coin de la diapo, c'est écrit outil 1. Alors, si vous voyez ça en vidéo, par un média de communication, Facebook, YouTube ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous allez voir les coordonnées à la fin. Ça va me faire plaisir de partager avec vous les outils. Alors, vous comprenez que quand on est en atelier, on va faire une pause, on va travailler l'outil et chacun va pouvoir faire sa démarche personnelle. Ce n'est pas un outil qui va toujours se discuter en groupe. Par contre, si c'est un besoin pour vous, on pourra peut-être choisir, des moments de rencontre. Alors, des sources de mésentente. On n'a pas le goût de penser qu'on va y avoir peut-être des sources de mésentente, mais c'est possible parce qu'on est des êtres humains et on reste des êtres humains, qu'on soit un aidant ou un aidé. Pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Des recherches nous disent que la qualité de la relation avant qu'il s'installe un changement dans votre relation, la qualité de cette relation-là va faire que la réception pour l'aider, la réception d'un accompagnement va être équivalente. Alors, vous avez une bonne relation, vous êtes toujours bien, parlez franchement, entre amoureux, entre parents-enfants, entre amis, vous avez déjà abordé différentes situations de la vie, un peu philosophiques, tout ça, bien, le cheminement va être plus facile. Sinon, s'il y avait des pudeurs, des gênes, finalement, vous ne connaissiez pas tant que ça, chacun faisait un peu les choses de son côté, on se rejoignait à des moments communs, des choses comme ça, bien, ça va être un peu plus difficile. Alors, c'est les recherches qui nous disent ça. Dans la situation de parents-enfants, on va voir un changement au niveau, là, on va avoir une réception intergénérationnelle qu'on appelle, donc le soutien de l'enfant vers le parent. Alors, là aussi, on va voir dans les différentes études qui ont été faites
que la relation qui était là avant va être porteuse de la relation future dans la démarche d'aidant-aidé. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que pour le parent qui prend de l'âge et qui perd de l'autonomie à cause d'un contexte de santé physique ou de confusion quelconque, la difficulté, c'est d'accepter le changement de rôle. Le parent a toujours été l'aidant. Dans un couple, on va voir celui qui était beaucoup plus la personne qui répondait à tous les problèmes, qui prenait les devants, qui répondait dans le quotidien. Alors, si cette personne-là, c'est elle qui devient l'aidée, alors ça va devenir difficile pour ces personnes-là qui étaient avant des aidants de devenir des aidés parce qu'ils vont regarder l'aidant. Alors, comprenez bien, moi, je suis l'enfant, j'ai ma mère. Ma mère perd un peu d'autonomie, je deviens tranquillement l'aidant de ma mère qui était pourtant mon aidante parce que j'étais l'enfant. Alors maintenant, c'est elle qui commence à entrer dans le rôle d'aider et je deviens aidante. L'acceptation pour la personne qui était autrefois aidant de devenir aidée, c'est ça qui est difficile. Et de voir ce transfert-là et de l'accepter, c'est une période qui est complexe. Alors, ça peut engendrer deux types de... On va voir des pôles. Alors, oui, ça peut se faire graduellement et avec facilité. Et les deux pôles qu'on peut remarquer qui vont se distinguer, c'est la personne qui était autrefois aidant, qui devient aidée, qui refuse de devenir aidée. Alors, il va y avoir des réactions d'opposition, de rejet de l'aide et des ressources qui se présentent. Et aussi, on peut voir totalement l'inverse, une soumission, une situation de victime, la personne qui va vraiment devenir dépressive. Et on va voir la perte d'autonomie s'accentuer. Alors, donc, dans la relation d'attachement qui était là autrefois, on va voir se définir graduellement, parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain, une nouvelle relation d'attachement qui va être liée au lien d'autrefois, mais qui va devenir liée aux besoins de l'un pour l'autre. Alors, comment j'ai besoin de toi pour m'aider? Comment tu as besoin maintenant de moi, même si le rôle est changé, comme aidant? Parce que ça va définir des responsabilités. Et ça, on l'entend souvent lorsqu'il y a des décès, des aidants qui vont nous dire je me semble que j'avais un sens, ça donnait un sens à ma vie, que j'avais une importance pour quelqu'un quelque part. Maintenant que mon aidé est décédé, j'ai l'impression de ne plus avoir de sens, que je ne sers à rien. Alors, vous voyez, c'est la relation d'attachement qui change, qui va redéfinir les rôles et redéfinir les types de personnalités. Alors, c'est quand même bien d'en entendre parler dès le départ. Alors, encore là, on voit qu'il y a un outil qui va être utilisé, en atelier. Alors, c'est ce qui m'amène, à vous parler de l'attachement blanc. Alors, Madame Géraldine Pierron-Robinet, Magali Bonnet et André Mariage ont fait des recherches et ont écrit des choses sur l'attachement blanc dans la relation d'aide. Ce qui est particulier, c'est un petit peu vers ça que je vous amène tranquillement. Ils ont appelé ça un pré-deuil qui va questionner la manière comment l'aidant va surmonter les différentes expériences de perte à l'intérieur de la relation d'aidant-aidé. Comme aidant, vous allez observer les changements graduels chez l'aidé. Et tranquillement, cette personne-là, avec qui vous avez déjà un lien autrefois, avant même, c'est-à-dire avant même un diagnostic, vous aviez un lien, un attachement à cette personne-là. Et à mesure que vous voyez les transformations chez la personne que vous aidez, vous allez vivre des petits deuils. On appelle ça des deuils blancs. Alors, la personne avec qui vous jouiez aux cartes
à l'occasion, a de la difficulté à se concentrer pendant le jeu, alors que c'était quelqu'un qui était très performant. A de la difficulté à tenir ses cartes, alors qu'elle n'avait jamais eu ce problème-là auparavant. Vous remarquez que la personne commence à mélanger les sortes pique, cœur, carreau, trèfle. Alors, elle va jeter sur la table les cartes qui ne sont pas appropriées. Donc, à un moment donné, vous allez constater qu'elle ne peut plus jouer aux cartes en groupe, que vous devez changer votre activité sociale. Alors, ces étapes-là qui vous amènent à ce jeu, ce n'est plus possible de jouer avec la personne. Et vous voyez, moi, j'ai identifié à peu près comme 3 étapes de deuil blanc. Bien, vous allez les vivre. Et avec ça, à chaque fois, va s'ajouter des petites choses quand vous allez vous asseoir et à réfléchir bien, je m'aperçois que c'est difficile de se préparer à l'habillement, de prévoir avec cette personne-là le moment d'aller à la toilette. Peut-être qu'il y a un problème d'incontinence, même légère, qui va se présenter. Alors, de plus en plus, vous allez devoir penser pour l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Il y en a une répétition quand on accompagne les gens dans une première démarche où on est en relation et que la personne reçoit un diagnostic et qu'il y a des changements dans sa vie. Alors, pour l'aidant, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a une lourdeur, qu'on va dire, qui s'installe. Et c'est important d'avoir du support pour vous comme aidant, de pouvoir parler avec les différents organismes, les différents professionnels ou les organismes communautaires qui vont faire de l'écoute et vous orienter vers une démarche qui pourrait vous aider. Surtout parce qu'à un moment donné, ça peut devenir une douleur psychique qu'on appelle. C'est quand même triste de s'apercevoir que quelqu'un perd des capacités quand on a un lien d'attachement avec cette personne-là. Et l'effort que vous faites pour compenser ou pour aider cette personne-là à maintenir ses acquis le plus longtemps possible, pour vous, ça va demander de l'énergie. Vous vous en rendrez peut-être pas compte au début. Vous allez trouver que non, c'est des petits changements. Il y a encore moyen de s'arranger. Oui, il y a encore moyen de s'arranger. Toujours. Mais ça vient chercher de l'énergie, c'est vous. Et un deuil reste un deuil. Alors, c'est important d'avoir un réseau solide autour de vous, un certain accompagnement et d'être capable pour vous d'identifier et de verbaliser ce que vous ressentez. Et peut-être que ça va être selon la situation, peut-être que vous allez pouvoir en parler avec la personne que vous aidez. Parce que si cette personne-là, dépendamment de sa confusion ou pas, va se rendre compte des pertes et va avoir peur d'alourdir les choses pour vous peut-être, ou va avoir peur que vous vous tanniez, que vous ayez le goût de vous éloigner. Alors, c'est des choses qui peuvent se parler. Puis peut-être que oui, vous allez dire, honnêtement, ça me donne pas le goût d'être beaucoup avec elle. Alors, il faut installer des ressources pour garder ce qui est le fun dans votre relation, ce qui est agréable d'être ensemble. Et tout ce qui est plus lourd, le donner à des gens dont c'est le métier ou dont ils en ont fait un bénévolat particulier. Alors, il faut faire confiance. Et, chose particulière, on s'aperçoit dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais que à l'inverse, ce genre de situation-là peut provoquer une genre de symbiose dans les membres de la famille lorsque on intervient en groupe familial, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces. Alors là, on va voir des liens se créer. Je me souviens quand on accompagnait une tante, alors on était des neveux et nièces à se retrouver et ça faisait pourtant longtemps qu'on avait été ensemble et c'était l'occasion de recréer les liens pour nous. Alors vous voyez, ça donne quand même l'occasion de solidifier notre démarche comme aidant et ça permet justement de ne pas tout avoir sur le dos de la même personne. Alors, ça peut aussi, rappelez-vous que ça peut donner l'impression, quand c'est trop lourd, que l'aidant veut fuir. Par contre, l'aidant vit sa douleur et doit supporter un vide qui s'installe dans la relation, des absences de ce qui a déjà été vécu et qui était agréable.
Alors, c'est important d'aller chercher tout ce qui est essentiel pour vous. Et il faut se rappeler que comme être humain, on est confronté à notre propre image de vieillissement et à notre propre image de finitude. Est-ce que c'est ça la mort qui m'attend? Est-ce que c'est ça la vieillesse qui m'attend? Est-ce que je suis bien avec ça? Alors, vous voyez, c'est pas seulement, des fois, on peut dire que c'est un accompagnement, c'est tout. Non, c'est plus que ça. Excusez-moi, je vais changer la diapo ici. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas changer. Oups. Ici, pour aller un peu plus loin, je vous dirais que, je vous rappelle que chaque événement de la vie porte son facteur de stress. Alors, et ce stress-là va jouer un rôle important dans la régulation émotionnelle. Et ça va nous aider à résoudre les états de tension, à rétablir le sentiment de sécurité parce que ça va nous amener à chercher un équilibre. Alors, c'est pas vain que ça se passe comme ça, de vivre le deuil blanc, qui ça nous amène à faire des réflexions, à se remettre peut-être en question. C'est vraiment juste parce qu'on cherche l'équilibre toujours dans ce qu'on vit inconsciemment, bien sûr. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'en vieillissant, ce qui devient important, c'est le sentiment d'être digne ou indigne d'être aimé. Alors, et ça, c'est aussi par rapport à dans toute la relation, dans l'attachement de l'aidant et de l'aider. Alors, on peut voir encore là différentes, je dirais, on parle de modalités d'intégration des représentations. C'est complexe dit comme ça. On va dire qu'on va voir différentes caractéristiques de personnalité se développer. Alors, on va voir se développer le mode sécure. Alors, un modèle de soi et des autres qui est positif. Alors, je sens que je suis capable d'aider quelqu'un et je sens que cette aidé-là est capable de fournir certaines capacités et que si on a besoin, on ira chercher autour. Et ça se communique d'aidant à aider. Et on va parler du modèle préoccupé. Alors, je ne suis pas certaine de ce que je fais quand j'aide la personne. J'essaie de faire de mon mieux, mais donc il y a toujours une petite préoccupation qui est là. Par contre, je suis certaine que tout le monde autour fait mieux et que l'aider pourrait même me guider davantage dans ce que j'ai à faire. On a un autre type qu'on appelle le détaché. Alors, non, je suis sûre de ce que je fais parce que je lis beaucoup, je m'informe sur la maladie ou sur les incapacités qui nous préoccupent. Par contre, là, tout le monde qui semble de bons conseils, les gérants d'estrade autour et l'aider, ils sont mieux de m'écouter parce que moi, j'ai pris le temps de m'informer. Donc, mon côté positif, l'autre ne l'est pas vraiment. Et il y a le modèle craintif. Alors, je doute de moi, je suis incertaine de ce que je fais, l'aider est incertain de ce qu'il fait et tout le monde qui nous entoure ne savent pas trop, mais c'est quoi cette maladie-là? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a vraiment des professionnels pour ça? Mais les choses qu'on lit, est-ce que c'est fiable? Alors là, vous voyez l'anxiété qui s'installe. Alors, c'est important de prendre conscience de ces différents modèles-là qui peuvent nous entourer, autant du côté aidant-aider, et de pouvoir s'identifier pour aller se solidifier et aller chercher le support nécessaire. Alors, ça va moduler notre attachement entre aidant et aidé, qu'on soit le conjoint, la conjointe, le parent, l'enfant, l'ami. C'est des choses qu'on va avoir à vivre. Quand plus on avance dans l'âge, plus on se demande si on est digne ou indigne de vivre et par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on demande aux autres et par rapport à notre rôle dans la vie. C'est quoi le sens de notre vie?
Alors, ça va dépendre des atteintes de chacun, bien sûr, et de la philosophie de base. Comment cette personne-là percevait la vie avant, comment elle percevait les étapes de changement dans la vie, les différents obstacles qu'elle a parcourus, comment cette personne-là les percevait. Ça va venir moduler toute la démarche. Et aussi, il y a la peur de la mort. Alors, comment, lorsque j'étais en santé, je percevais la mort comme aidée et comment, comme aidant, moi, j'avais une perception de la mort avant d'être un aidant. Alors, est-ce que tous les deuils blancs que je vis m'amènent à ça éventuellement et que je ne pourrais pas m'en échapper? C'est une préoccupation pour tout le monde. Alors, vous êtes sain d'esprit. Ne vous interrogez pas plus qu'il faut là-dessus. Ce qui est important, c'est d'en parler. Ici, ici, on nous parle de plan d'action pour se permettre de concrétiser les activités, donc de permettre de réaliser vos projets et différentes façons de faire. Alors, ce qui devient là, on nous arrête sur dans le rôle de l'aidant, de l'aider dans tous les projets. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est comment, pardon, comment vous allez investir dans cette relation d'aide-là avec l'aidant pour pouvoir, comment je pourrais dire, traverser toutes les étapes de perte, de deuil. Comment vous pouvez négocier avec l'aidé. Est-ce que ça peut être encore discutable de ce que vous avez le goût de vivre, de ce que, ensemble, de qu'est-ce que l'aidé veut réaliser? Si la personne parle facilement de la mort ou de ses pertes d'autonomie, alors ça facilite les choses pour l'aidant qui a aussi de la facilité à discuter de ces choses-là. Ça permet, en effet, d'établir, d'identifier des projets et d'établir des étapes pour les atteindre. Ça permet aussi aux deux personnes de se préparer à la perte définitive de la personne, à comment ce lien-là va se perpétuer parce que même quand les gens décèdent, le lien, lui, n'est pas perdu à jamais. L'attachement est réel. Alors, on continue de le vivre. Alors, c'est une démarche un peu particulière qui est accompagnée d'un outil que vous pourrez me demander de recevoir éventuellement. Je m'excuse, hein, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Ça se travaille beaucoup en atelier. Alors, les moyens de communication. Alors, toutes les personnes qu'on va accompagner comme aidants n'ont pas nécessairement une perte cognitive. Par contre, la maladie ou la perte d'autonomie va amener des préoccupations chez l'aidé, qui va peut-être amener des moments où la personne est plus dans la lune, plus distraite et une certaine perte d'attention. Alors, ici, on nous parle de différents, on appelle ça des méthodes de validation. Il y a Naomi Field qui a développé des méthodes de validation. Il y a aussi Joël Thomas qui a développé un guide de communication par les sens. Alors, ce sont des choses intéressantes que je vous invite à aller voir. Allez sur Internet, écrivez Naomi Field, F-I-E-L-D, et Joël au féminin, Thomas, T-H-O-M-A-S. Vous allez voir l'approche des deux dames. C'est très intéressant. J'ai aussi préparé avec l'Association bénévole de l'île d'Orléans 6 vidéos qui parle des 5 sens. Alors, une vidéo pour chaque sens. Et la 6e vidéo porte sur la quête de sens, la spiritualité. Donc, ça s'appelle Sérénité, trucs et astuces. Et c'est dans la chaîne YouTube de Coordo Abio. Donc, sur YouTube, Internet. Alors, ça pourrait peut-être vous aider. Mais Internet sera là un outil favorable. Et si vous êtes en atelier, on va aller travailler présentement l'outil 5
Alors, c'est important d'apprendre à nommer pour se comprendre. Alors oui, là, on va travailler en atelier, on a un outil pour ça. Ce qui peut vous aider comme aidant, comme aidé, c'est aller chercher sur Internet ou ailleurs. Vous allez voir, même vous allez voir des autocollants qui existent dans différents grandes chaînes, Dollarama, des papeteries, dans tous les magasins. Vous allez pouvoir trouver des autocollants avec des émoticônes, alors qui reflètent les émotions. On peut s'en servir pour aider les gens à communiquer ou pour communiquer nous-mêmes. On peut aussi apprendre à verbaliser quand on n'est pas certain de ce que l'aider veut nous communiquer. Alors, c'est de retourner l'information. Est-ce que, là, je vois tes sourcils sont froncés, c'est parce que tu as de la douleur? Si la personne fait non, est-ce que tu es fâché? La personne fait non. Est-ce que tu te poses des questions sur quelque chose? La personne fait oui. Alors, ça peut vous aider, ça. Donc, c'est une façon de faire. En atelier, ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir une liste d'émotions et on va pouvoir, soit si la personne est capable, pointer ou on va en nommer quelques-unes. Ça va nous aider. Ici, on parle d'expression affective. Alors, c'est une façon de se donner des moyens pour poser un regard objectif pour mieux orienter notre prochaine démarche. Alors, les manifestations affectives, c'est le ciment de la relation. Rappelez-vous que peu importe ce que la personne vit, la personne que vous accompagnez, la dernière chose qui va vivre jusqu'au dernier moment, c'est l'émotion. Alors, l'affection, l'émotion, se sentir bien avec quelqu'un, savoir qu'on est bien entouré, savoir que les gens nous aiment, c'est la dernière chose qu'on va transporter avec nous. Alors, jusqu'au dernier moment, si vous pouvez offrir ça à l'aider, vous aurez fait une belle job d'aidant, qu'on pourrait dire, que vous soyez l'amoureux, l'ami, et l'enfant, c'est parfois par le toucher, c'est parfois par euh, moi, je me souviens, avec une personne, entre autres, je chantais. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mise à chanter et je tenais la main de la personne. Vous voyez, dans un autre cas, ça ne servait à rien. On ne pouvait pas toucher la personne, elle nous tassait la main. Alors, c'était juste d'être près d'elle, dès qu'il y avait quelque chose, de dire je suis là, je suis avec toi. Il n'y a personne qui quitte, même si c'est la nuit, il y a quelqu'un qui reste toujours, de nommer les gens. C'est Suzanne qui est là, je viens d'arriver, je suis avec toi pour tant de temps, je vais quitter maintenant, c'est Suzanne, maman qui parle, je vais quitter maintenant, Francine arrive avec toi pour quelques heures. Alors toujours comme ça, de maintenir le lien et ça aide. Le cerveau, lui, va enregistrer et la personne va donc être sécurisée. C'est ça qu'on veut faire. Quand on est dans une démarche où il y a un couple, on va aborder tout le phénomène de la sexualité. Par contre, je trouvais important d'en parler, même si vous êtes dans une démarche où, comme aidant, vous êtes l'enfant ou l'ami, c'est que lorsqu'il y a une maladie de confusion ou lorsque les gens sont très souffrants, parfois on ne comprendra pas certains gestes. Les gens vont parfois toucher les parties génitales ou c'est pour indiquer souvent une douleur ou un besoin qui va être autre que sexuel. Alors, ça peut être une infection quelconque, ça peut être la personne est mal placée et c'est là que la douleur est ressentie. Ça peut être un vêtement qui est irritant, ça peut être qu'elle a froid à cet endroit-là, qu'elle a chaud à cet endroit-là. Et il faut faire attention aux jugements et aux tabous qui sont installés. Alors, selon les valeurs de chacun, bien sûr, les choses vont se vivre différemment. Et ce qui est un peu particulier quand on est dans une démarche de couple, c'est possible que la personne qu'on aide n'ait plus la capacité de répondre à nos besoins. Et on va se sentir coupable d'aller répondre à ce besoin-là ailleurs. Ben, il faut entreprendre une démarche pour être accompagné là-dedans parce que c'est important. L'aidant a besoin de continuer sa vie.
L'aidant ne vit pas la vie de l'aidé. L'aidé vit sa vie, l'aidant vit la sienne. On s'accompagne, oui, mais on n'arrête pas un de vivre pour l'autre. On vit ce qu'on peut vivre ensemble. Et ce qu'on ne peut pas vivre ensemble, d'autres personnes vont le faire. Il faut faire confiance à l'humain et aux gens qui nous entourent. C'est ce qui va vous aider le plus. Et si vous êtes des familles ou des amis autour d'un aidant qui accompagne son conjoint et sa conjointe et qui a besoin de créer des liens affectifs avec une autre personne pour être de temps en temps, recevoir un câlin, même si ce n'est que ça, même si la personne développe une vie avec une sexualité avec une autre personne, il faut faire attention au jugement et au tabou. C'est important. Si cette personne-là, ça lui permet de garder un côté positif et de bien accompagner, l'aider, pourquoi s'opposer à ça? Puis, il faut apprendre à continuer à vivre malgré le fait qu'il y a des gens à côté de nous qui vont vivre des pertes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans notre vie. Alors, l'anxiété, on en a déjà parlé dans différents autres programmes ou activités. Alors, lorsque les personnes présentent un problème d'anxiété ou de l'anxiété par rapport à l'abandon, alors ça peut amener à vivre la détresse. Alors, autant pour l'aidant que pour l'aider. Alors, c'est très important parce que dans un contexte de proche aidance, c'est bien sûr que non seulement on va vivre que la personne nous abandonne, surtout si c'est votre parent et que vous êtes l'enfant, on va le vivre, ça. Ça va dépendre aussi de l'attachement qui est lié à les personnes, mais pour l'aider aussi. Et je me souviens, et c'est arrivé fréquemment quand j'ai accompagné des gens en fin de vie, qui me disent ce qui est le plus difficile, c'est de vous laisser, de laisser les gens que j'aime. Alors pour cette personne-là aussi, il y a une détresse d'abandonner des gens, d'abandonner des projets, d'abandonner une vie qui peut-être était très stimulante, très agréable. Alors ça se vit des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, c'est pour ça qu'il faut apprendre, trouver des moyens d'en parler et des moyens d'alimenter des projets agréables ensemble, puis vivre des moments agréables ensemble. Il existe différentes choses que vous pouvez utiliser. Alors, en effet, il y a des liens ici qui sont pour des sites Internet que vous pouvez aller voir. Alors, une kinésiologue qui offre des exercices, mais il y a aussi une application, excusez-moi, qui existe, qui s'appelle Respire Relax. J'essaie de le mettre en même temps sur mon cellulaire. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Alors, pour apprendre à juste reprendre un souffle, pour respirer. Alors, on voit une bille qui monte, qui descend. Alors, vous inspirez quand elle monte. Vous expirez lorsqu'elle descend. Ça redonne un rythme et ça vous permet, et c'est gratuit tout ça, ça vous permet de tranquillement refaire le focus sur vous, sur vos besoins et retrouver un calme pour contrôler l'anxiété. Alors, c'est des petits trucs que vous pouvez vous donner. Alors, allez chercher ce qui est gratuit, ce qui est aidant, et puis accepter que vous avez une certaine vulnérabilité comme aidant, bien sûr. On est tous là. L'être humain est vulnérable. Alors, il y a plusieurs trucs qui peuvent être utilisés, bien sûr. Chacun sa recette. Alors, se concentrer sur le ici maintenant. Quand vous êtes avec la personne que vous aidez, s'il vous plaît, abandonnez vos cellulaires. Ne répondez pas à d'autres personnes en même temps. Donnez votre attention à la personne que vous aidez, je vous en prie. C'est un moment, vous allez être avec elle 30 minutes, 15 minutes, 1 heure. Le reste de votre journée, vous allez pouvoir le consacrer à votre téléphone si vous voulez, si c'est important pour vous. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment essentiel à votre vie, mais si c'est le cas, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour aller tenir compagnie à l'aider. Si vous êtes avec un aidé 24 heures sur 24, je comprends que vous ne pouvez pas fermer votre cellulaire 24 heures sur 24. Par contre, vous pouvez peut-être choisir certains moments d'activité où vous fermez le cellulaire et faites-le consciemment et devant la personne en disant, là, on se donne un moment à nous. Alors, j'arrête
la sonnerie de mon téléphone et je le mets loin pour ne pas le voir. Et là, on est juste ensemble. On va profiter de ce moment-là ensemble. Ça peut être juste de regarder les oiseaux à l'extérieur, vous savez. Ça n'a pas besoin d'être grave, important, et quelque chose d'essentiel et un rendez-vous. Ça peut être juste de prendre un café. C'est juste un petit moment. On ne vous demande pas la mer à boire, mais c'est important. Et ça nous rappelle aussi que il y a quand même une situation de stress et il y a quelque chose d'un peu angoissant dans le fait d'accompagner quelqu'un qui est en perte de capacité, peu importe le type de capacité. Alors, de se donner du temps, ça permet justement de faire le focus et de calmer cette anxiété-là, cette angoisse-là et cette préoccupation-là. Alors, en atelier, je vais vous parler de comment apprivoiser les mammouths. Et ça pourrait faire l'objet de autre chose. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est que les mammouths, allez voir sur Internet Dr Lupien, mammouth, et ça va vous amener à une psychiatre qui a développé cette approche-là pour les enfants qui vivent beaucoup d'anxiété et c'est merveilleux. Alors, il nous reste quelques diapositives. Donc, le style d'aidant. Alors là, c'est intéressant. On peut travailler le style d'aidant. On va quand même en parler, même si c'est quelque chose qui se vit surtout en atelier. Alors, il y a un style qu'on appelle les îles. Alors, c'est le style, un peu comme on parlait tout à l'heure, où il va y avoir un attachement qui est sécurisant. Donc, une île, hein, c'est sécurisant. On veut tous avoir notre petite île secrète. Alors, c'est une personne qui est chaleureuse, qui est confiante. Essayez de vous retrouver, c'est un petit peu l'atelier qu'on va faire. Quel type vous êtes? C'est une personne qui est capable d'interdépendance. Oui, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Par contre, tu es capable aussi d'avoir besoin de d'autres personnes et moi aussi. Et donc, on peut vivre une proximité, une certaine intimité sans nécessairement arrêter de respirer parce que l'autre n'est pas là. Donc, on est capable de reconnaître nos limites. Il y a le style qu'on appelle feu ardent, où il va y avoir un attachement où il y a un peu plus de préoccupation. Donc, c'est une personne qui est chaleureuse, qui va être émotive, qui va avoir un peu d'anxiété, qui va parfois se remettre en doute, qui va chercher de l'approbation, l'assurance, qui va établir facilement des relations avec les autres et qui perçoit généralement les autres personnes comme étant positives. Alors, on cherche votre style, là, on est toujours là-dedans. Il y a le style chat. Alors, une personne qui a un attachement qui est vraiment plus préoccupé, alors qui va être un peu distante, qui va paraître froide et méfiante, indépendante. Par contre, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui va peut-être remettre en question les perceptions ou les commentaires des autres, qui va valoriser l'autonomie, qui n'aime pas aller chercher de l'aide à l'extérieur, mais qui a un très bon système de débrouillardise, donc qui va s'appuyer là-dessus trop longtemps peut-être avant d'aller chercher de l'aide, qui va être mal à l'aise dans les relations où il y a beaucoup d'intimité, beaucoup de proximité. Et le style balance, qui a un attachement qu'on pourrait dire un peu craintif. Alors, une personne timide, un peu méfiante, qui va rechercher les contacts, mais qui va aussi pas trop en vouloir. Hein, trop près, trop loin, là, il y a comme un petit malaise, une difficulté à trouver l'équilibre, la balance. Avoir un peu confiance en elle, va se montrer prudente par rapport à comment elle va s'investir auprès des autres. Donc, c'est des relations qui vont se développer avec, qui ont besoin d'être apprivoisées. Alors voilà, donc l'outil qu'on va travailler, c'est vraiment un genre de petit quiz que chaque personne peut répondre et va pouvoir trouver elle-même son type. Alors ici, bon, quand on parle des écueils, bien sûr, les moments où il peut y avoir des difficultés. Alors, l'Institut de santé mentale Douglas parle de 6 types de deuil. Alors, il y a le deuil blanc qu'on a parlé tout à l'heure, le deuil du rôle, qui peut amener une surprotection ou au contraire un désengagement. Alors, ça va dépendre de votre personnalité. Le deuil de la normalité. On ne peut plus faire les choses comme avant. Et on ne peut plus faire les choses comme tout le monde. Il faut qu'on adapte nous. La perte de la prédictibilité. Alors,
Je ne sais pas qu'est-ce que la personne va faire quand je vais lui proposer telle activité. Je ne sais plus qu'est-ce que la personne peut avoir comme réaction quand on va lui proposer une collation parce qu'elle a des réactions toujours différentes. Quand on va proposer le coucher, quand on va proposer une nouvelle personne. La perte du sens. Alors, pourquoi vraiment je fais ça déjà? Pourquoi je suis l'aidant? Pourquoi j'ai choisi d'être auprès de cette personne-là? Et pourquoi je continue comme ça? Que vous soyez l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, le parent, l'ami, ce sont des questions qui risquent d'arriver, des deuils qui vont se produire, que vous en soyez conscient ou non. Puis finalement, il y a le deuil de la relation qui existait. Ça ne sera plus jamais comme avant. Par contre, vous découvrez tranquillement un nouveau type de relation. Alors, c'est dans le deuil blanc. Il y a différentes étapes. Alors, dépendamment qu'on soit en relation avec notre amoureux, notre amoureuse, notre parent, notre enfant, notre ami, ça se présente différemment. C'est comme si, dans le fond, il y a des choses qui meurent. La personne qu'on a connue s'en va graduellement, mais à un moment donné, on a l'impression que c'est comme si elle était déjà plus là, mais en réalité, elle va mourir plus tard. C'est une espèce de fossé qu'on a à traverser. Alors, on meurt à la relation, on meurt à la communication, on meurt à nos projets. C'est pas agréable d'en entendre parler, peut-être, mais c'est une réalité. Et de le nier ne nous aidera pas. Alors, pour ceux qui restent, qui entourent, ben, c'est important de faciliter ce travail de tous ces deuils-là. Alors, les familles, les amis qui sont autour, les ressources, la personne qu'on aide continue d'exister. Alors, c'est les changements qui s'installent graduellement et la dépendance qui devient plus importante. Alors, ça peut être complexe. Par contre, ça peut être aussi bien accompagné. Alors, tout ça nous amène à la conclusion. Et moi, j'aimerais surtout que vous preniez le temps de vous poser des questions de comment vous retrouver facilement. Est-ce que vous allez continuer? Qu'est-ce que vous allez continuer de faire comme aidant? Comment toutes ces questions-là qui sont devant vous présentement? Prenez des notes. Là, au moment où vous l'entendez, comment vous répondez à ça? Et mettez-le de côté. Après un certain temps, ou quand vous vous posez des questions sur votre rôle d'aidant ou d'amoureux, d'amoureuse, d'enfant, d'amis, ressortez ça. Et peut-être qu'en refaisant vos réponses, parce qu'à chaque moment, ça va changer, ça va vous permettre peut-être d'accepter d'abord ce qui se passe, ou de le pleurer, ou d'en parler, ou de le vivre autrement, ou d'aller chercher le support qui est nécessaire. Alors, c'est toutes des démarches importantes, c'est des questionnements que vous devez avoir comme aidant. Alors, vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrerait comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses
grandes, heureuses et qui vont vous permettre de grandir. Au revoir.